Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, mesdames, messieurs, les titres. Le Mali rend hommage ce 26 mars à ces martyrs de la révolution de mars 1991. Ce matin, le président de la transition a déposé une gerbe de fleurs au monument qui leur est dédié. Colonel Assimi Goïta place ce 32e anniversaire sous le signe de la refondation du Mali. Invité de ce 13h dimanche, Mamadou Tieni Konaté, président du comité scientifique du Forum économique de Ségou, prévu du 30 au 31 mars prochain. Il nous dira les objectifs de ce forum et qu'est-ce qui sera sur la table pour véritablement relancer l'économie malienne. Grand format de la rédaction, gros plan sur la qualité et l'hygiène des eaux en sachet. Le laboratoire national des eaux alerte que 50% de ces eaux en sachet analysées contiennent des bactéries. Et puis, quelles sont les conduites à tenir pour passer cette période de grande chaleur en bonne santé? Réponse dans Focus Santé, ce sera avec Baraki Sawatara en fin de journal. À suivre le tour d'horizon de toute l'actualité internationale dans cette édition. Et puis les sports, ce sera avec vous, Famourou Diorté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? Il y a le football et le basketball au menu de la page sport. En football, les éliminatoires de la CAN 2023 se poursuivent avec la 4e journée des matchs de groupe. Les Aigles du Mali sont à Casa au Maroc pour leur match contre la Gambie. Arjumatina est avec eux. Et en basketball, nous ferons le point de la 4e journée du championnat national de première division. L'actualité des sports à ne pas manquer dans une vingtaine de minutes. Avec Famourou Diorté, voilà pour le sommaire. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement, tout de suite les détails. Nous sommes le 26 mars, jour d'hommage aux martyrs de la révolution de mars 1991. Ce matin, le président de la transition a respecté la tradition en déposant une gerbe de fleurs au monument dédié aux héros de la démocratie. Le chef de l'État place la commémoration de ce 32e anniversaire sous le signe de la refondation. Il appartient, dit-il, au peuple malien souverain de donner une nouvelle orientation qualitative à notre démocratie à travers le référendum qui sera organisé bientôt. Retour sur les temps forts de cette cérémonie d'hommage avec Mohamed Diarra. Rafraîchir la mémoire collective sur la révolution du 26 mars 1991. Le monument dédié aux martyrs fait peau neuve. Le Mali et son président de la transition rendent hommage de la plus belle des manières aux héros et martyrs de la révolution du 26 mars 1991. Le chef de l'État reçoit les honneurs militaires. La fanfare nationale donne le ton de cette commémoration à travers cette musique à la gloire des héros. En signe donc de profond respect pour l'événement historique et ses acteurs, le chef de l'État s'incline pieusement devant la mémoire des victimes après avoir sacrifié à la tradition. Le chef de l'État place l'événement dans son contexte. Le 26 mars est un jour mémorable, une journée dédiée aux martyrs dont leur sacrifice ultime a été le fer de lance pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Ce 32e anniversaire intervient dans un contexte de refondation de notre État marqué par la promulgation de la nouvelle loi électorale, la loi sur l'organisation du territoire, la mise en place de l'EGE, l'autorité indépendante de gestion des élections, mais surtout la présentation du nouveau projet de la nouvelle constitution par messieurs aux légitimes traditionnels et aux forces vives de la nation. Et désormais, il appartient au peuple malien souverain de donner une nouvelle orientation qualitative à notre démocratie à travers le référendum qui sera organisé très bientôt. Aussi, je ne cesserai de saluer surtout la résilience du peuple malien et qui nous a permis aujourd'hui la montée en puissance des femmes. Et je profite aussi de m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes du terrorisme, et qu'elles soient civiles, militaires ou étrangères. Ils étaient aussi là,
les témoins de l'histoire, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement et l'AEM pour immortaliser ce 26 mars 2023. 32 ans de combat pour la démocratie, l'heure est donc à la réflexion afin de consolider les acquis de la lutte et de poser les jalons d'un Mali prospère. C'était là donc un reportage signé Mohamed Diarra et donc dans le cadre de la commémoration du 32e anniversaire donc de la révolution de mars 91. Nous en venons à présent à l'invité de ce 13h dimanche avec le forum sur la relance de l'économie au Mali. C'est du 30 au 31 mars prochain à Ségou. La rencontre mobilisera des acteurs du secteur privé. Le but, réfléchir et proposer un plan de relance économique. L'attention devrait être portée sur la promotion de la transformation locale. On en parle avec l'invité de ce 13h dimanche. Nous recevons dans ce studio Mamadou Tieni Konaté, président du comité scientifique du Forum économique de Ségou. Monsieur Konaté, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, dites-nous, dans quel état se trouve aujourd'hui l'économie malienne ? Eh bien, l'économie malienne aujourd'hui se trouve dans la situation des malades convalescents. Une convalescence qui donne des signes de rétablissement définitif. Et c'est ce rétablissement que nous voulons accompagner, impulser davantage au profit, premièrement, des unités de production existantes et, en deuxième point, favoriser l'avènement de nouvelles unités pour enfin prendre en charge tout le déficit en termes d'emploi, de production nationale, de prospérité en finalité. En clair, quels sont les défis concrètement auxquels notre économie est confrontée actuellement ? Notre économie a un défi qui était là depuis très longtemps et qui s'est exacerbé, sa capacité à transformer les produits locaux qui correspondent à des consommations pérennes et fondamentales. Sans cela, nous continuerons à mettre beaucoup d'argent dans les produits de base importés, aux dépens des petites unités semi-industrielles et artisanales qui existent sur le territoire. Après ces diagnostics, nous nous sommes dit que le problème de développement économique est très connu au Mali, diagnostiqué, on connaît les remèdes, on connaît même les solutions, comme je viens de le dire. Mais notre problème attige toujours la difficulté de mise en œuvre conforme. Et à Ségou, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire si les solutions sont connues, les remèdes et les diagnostics ont été À Ségou, nous allons convenir de trois choses. Quoi faire, comment le faire et par qui le faire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ayant un pays qui a déjà identifié des filières porteuses dans tous les domaines, nous saurons quels sont les produits, les unités industrielles à promouvoir dans ces unités, dans ces filières. Et comment les créer. Concrètement, voilà les outils, voilà les délais, les mécanismes de création. Et sur quelle filière allez-vous vous appesantir? Il y a beaucoup de filières au Mali. Il y a des filières agricoles, des filières minières, des filières de services, de prestations de services, qu'on va confirmer d'abord, parce que c'est connu. L'État, avant que cette crise n'explose, avait identifié parmi tant de filières, 11 filières stratégiques, parmi lesquelles ils ont identifié aussi 5 filières urgentes, dans le domaine de l'agricole, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine des mines, de l'éducation, des services, de l'industrie culturelle. Alors, nous serons là pour dire aujourd'hui, dans toutes ces filières, qui est-ce qui existe ? Que faire pour les consolider et les développer, au lieu de penser à créer des... Vous avez déjà une idée, non ? Bien sûr, on a une idée. Par exemple, je vais vous faire un exemple que je donne le plus souvent. Notre pays consomme relativement des millions de tonnes de tomates concentrées et de tomates pelées. La production locale est infime, mais malheureusement, la majorité de cette production locale aussi devient comme un déchet à la fin. Que faire alors pour développer la filière de la tomate au Mali dans plusieurs espaces que nous avons? En dehors même de l'office d'hygiène, nous avons plusieurs espaces d'aménagement des terres au Mali pour que ce produit soit transformé chez nous en tomates pelées et en tomates concentrées. Et qu'attendez-vous concrètement également du secteur privé à Ségou et des autorités de la transition? Pour ce forum, nous avons mis en avant des acteurs du secteur privé d'abord qui ont fait leurs preuves
qui sont encore dans la dynamique de l'investissement pour se développer, qui ne sont pas des gens qui vont essayer. Ils sont déjà aguerris. Nous avons des experts qui n'attendent que cela pour les accompagner et des hommes d'État qui ont eu à mener des politiques qui nous justifieront les difficultés de ces politiques pour qu'on s'en inspire. Mais l'essentiel du forum porte sur les acteurs même, des éléments essentiels à la création et le développement d'une entreprise, l'ingénierie, le financement et l'accompagnement. Un mot sur le choix de Ségou avant de vous laisser partir. Pourquoi ce choix et en quoi ce forum sera différent des autres forums? Voilà, ce forum, d'abord, je préfère votre dernière partie. Ce forum est différent du fait que nous ne serons pas là pour discuter et faire des propositions d'axes de développement, de diagnostic de la problématique. Nous verrons concrètement, voilà, à telle région, dans telle filière, il est possible de créer une entreprise et voilà le mécanisme de création, voilà le porteur du projet. Que faire pour le suivre pour que ça devienne réalité? Donc vous allez travailler sur l'ensemble du territoire national, chaque région, Sikasso, Ségou. Oui, c'est un forum qui est cyclique. D'accord. Il s'était arrêté à cause des problèmes que vous connaissez tous, la pandémie et l'embargo. On avait commencé par Ségou, ça devait être ailleurs, parce que Ségou a ce grand potentiel d'être à la fois agricole, industriel et tout. Et après, ce sera d'autres régions. À chaque région, sa dotation initiale, ses filières porteuses, avantageuses. Et ce n'est pas parce qu'on ne sera à Ségou qu'on ne se pensera pas sur les filières qui sont ailleurs. Parce qu'il est même prévu l'intervention des chefs des collectivités locales de chaque région pour nous parler de l'état de mise en œuvre, de développement, d'exploitation des filières que les régions recèlent. Et à partir de cela, Ségou peut permettre à un promoteur d'aller investir à Sigasso ou à Kaï. Un dernier mot, si vous en avez, un appel à lancer à l'ensemble des opérateurs économiques qui vous suivent en ce moment et à l'ensemble du peuple malien? Oui, l'appel est toujours le même et constant. C'est que nous ne devons pas attendre que les conditions se créent. Dans tous les pays où l'entrepreneuriat privé a su s'imposer, on a forcé les destins. On a été beaucoup plus résilient. Toute victoire en politique ailleurs, ça se conquiert. Ce n'est jamais offert. Merci beaucoup, Mamadou Tieni Konaté. Je rappelle que vous êtes le président du comité scientifique du Forum économique de Ségou, qui se tient du 30 au 31 mars prochain dans la cité des Balanzans. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Place au grand format de la rédaction. Un gros plan sur la qualité et l'hygiène des eaux en sachet. Elles sont vendues comme de petits pains en cette période de grande chaleur. Mais attention, 50% de ces eaux en sachet analysées contiennent des bactéries. Une alerte du Laboratoire national des eaux dans un rapport publié en 2022. C'est un grand reportage signé Bemba Sibi. Consommer de l'eau est vital, mais l'eau consommée en bouteille ou en sachet vendue un peu partout est-elle de qualité? Les consommateurs semblent être situés par rapport à cette question. Hassan Anne, consommatrice. Il y a d'autres qui sont agréables à boire et puis il y a d'autres aussi, on a l'impression que c'est même pas du tout agréable aussi. Parfois il y a des odeurs qui ne donnent pas envie de consommer. Kissimane Touré, consommateur. Je consomme les eaux en sachet. Mais très sincèrement, certains sentent mauvais. Je ne sais pas pourquoi. Fatoumata Maïga, consommatrice. Certains en sachet laissent à désirer. Le problème, c'est qu'on le constate après achat. Difficile de se retrouver. Quand on a soif, on achète bien évidemment. Drissa Dramé, par contre, ne doute pas de l'attitude à prendre par rapport à ces eaux de consommation. Je ne consomme pas les eaux en sachet parce que je n'ai pas confiance en la qualité. On peut dire que le choix de Dramé est justifié au vu des chiffres du dernier rapport du Laboratoire national des eaux qui sont accablants. Fatoumata Yara, directrice générale du Laboratoire national des eaux. Nous avons deux types d'analyses, l'analyse physico-chimique et l'analyse bactériologique. En général, nous n'avons pas un grand problème de qualité physico-chimique en général. Les paramètres sont dans les normes, mais la qualité bactériologique, je t'assure, les eaux en sachet, je précise, pas les eaux en bouteille, mais les eaux en sachet, cette année en 2022, nous avons à peu près 50% de non-conformité.
par rapport à la qualité bactériologique. Un fait qui impacte négativement tout le secteur. En témoignent ces producteurs qui font l'effort de travailler sur la qualité de leur eau. Dans ces unités, il faut se déchausser avant de rentrer. L'eau y est filtrée par tout un mécanisme. Après tous ces périples, elle doit faire face à une concurrence déloyale. Boubacar Konaté, producteur d'eau en sachet. Cette concurrence déloyale bouleverse tous les marchés, à commencer par les prix. Ils produisent dans des conditions très peu hygiéniques et inondent les marchés avec cette eau cédée à vil prix. Safiatou Onguiba, productrice d'eau en sachet. Souvent, les commerçants refusent nos produits en disant que ça coûte cher. Or, cette cherté est justifiée par les mesures d'hygiène et de qualité mises en place pour préserver la santé des consommateurs. D'où la nécessité de réglementer le secteur. C'est ce à quoi s'attelle l'Association des producteurs d'eau potable en sachet du Mali depuis sa création il y a 3 ans. Boureima Diakité est le responsable de l'organisation sur la rive droite de Bamako. On a mis en place l'association pour organiser le secteur de nous-mêmes. Le vrai problème, c'est que certains producteurs ont du mal à intégrer la notion d'harmonisation des prix et de conformité avec les normes de qualité. Ils estiment que leur machine les appartient et ils font ce qu'ils veulent. C'est le problème majeur auquel nous faisons face aujourd'hui. D'où l'appel de M. Diakité aux autorités pour qu'elles aident à mieux structurer la production d'eau en sachet au Mali, car c'est une question de santé publique. Et nous abordons l'actualité internationale dans ce 13h dimanche à présent. D'abord avec la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, qui commence ce dimanche une tournée dans 3 pays d'Afrique afin de promouvoir la vision dite positive portée par Washington qui voit dans ce continent l'avenir du monde. On en parle avec vous, Nouhoum Sissoko, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Après la secrétaire au Trésor, la première dame, Jill Biden, et le chef de la diplomatie américaine lui-même. Et en attendant le président Joe Biden, c'est maintenant la numéro 2 de l'exécutif américain qui effectue un voyage en Afrique. Ce voyage s'inscrit en droite ligne de la stratégie de Washington visant à freiner la présence grandissante de Pékin et de Moscou sur ce continent riche en ressources et mettre en avant un message plus positif de la part des États-Unis, selon les responsables américains. Changer la perception et le discours sur l'Afrique en parlant d'autre chose que de crise et d'instabilité. Il s'agit d'un voyage résolument tourné vers l'avenir, la technologie et la jeunesse. Pour cette tournée, la vice-présidente va passer par des pays qui ne sont pas confrontés aux plus difficiles des enjeux de sécurité, de pauvreté ou de gouvernance. Au contraire, l'administration insiste sur les qualités démocratiques des pays concernés. D'abord le Ghana, puis la Tanzanie, dont la première présidente a levé les mesures d'interdiction des partis d'opposition, et enfin la Zambie, où elle s'était déjà rendue plus jeune quand son grand-père indien y travaillait. Quel est le programme de cette tournée africaine de Kamala Harris et quels sont les sujets qui seront éventuellement abordés, Nouhoum Sissoko? Ce voyage lui permettra aussi de renforcer ses qualifications en matière de politique étrangère, en amont d'une potentielle deuxième candidature de Biden à l'élection présidentielle de 2024, avec Kamala Harris à ses côtés. La vice-présidente doit rencontrer le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan, ainsi que le président zambien Hakainde Hichilema. Au Ghana, la vice-présidente doit prononcer un discours important à l'adresse de la jeunesse et visiter une ancienne plaque tournante de la traite des esclaves, le fort de Cap Coast Sud. Auront également lieu des rencontres avec des entrepreneurs des nouvelles technologies, des leaders du numérique et des groupes promouvant la place des femmes dans l'économie. Seront aussi évoqués l'allègement de la dette, la démocratie, la croissance économique, la sécurité alimentaire et les conséquences de l'invasion russe de l'Ukraine. Kamala Harris déposera aussi une gerbe pour commémorer l'attentat de 1998 contre l'ambassade américaine de Dar es Salaam en Tanzanie. Ibrahima Traoré. Merci beaucoup, Nouhoum Sissoko. Au Tchad, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby,
a signé hier une grâce présidentielle en faveur de 380 rebelles du FACT. Le FACT, c'est le Front pour l'alternance et la concorde. Ils avaient été condamnés mardi dernier. Les rebelles avaient été condamnés à la prison à vie pour actes de terrorisme, atteinte à la sécurité nationale et atteinte à la vie du chef de l'État. On en parle avec vous, Mohamed Sangaré, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Cette grâce présidentielle ne concerne pas tous les éléments du FACT, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ils sont 380, oui, les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FAC, à retrouver bientôt la liberté. Le président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby Itno, les a gratifiés par un décret signé hier. Ils avaient été condamnés, comme vous l'avez dit, mardi, à la prison à perpétuité, notamment pour atteinte à la vie de l'ancien président tué au front en 2021 lors de l'ère offensive. Ils avaient également été reconnus coupables d'actes de terrorisme, mercenariat et atteinte à la sécurité du territoire national. Cette décision du président de Mahamat Idriss Déby Itno a été saluée avec réserve par leur avocat, Maître Francis. Il estime que c'est un grand pas tout en soulignant que ce n'est pas une grâce qui concerne tous les accusés. Il aurait aimé qu'elle touche tout le monde. 55 condamnés, dont le chef du FAC, Mahamat Madi Ali, ne sont pas concernés par cette grâce présidentielle. Tous ceux qui sont condamnés par contumace ne sont pas concernés par cette grâce présidentielle, précise-t-il. L'avocat ajoute qu'il aimerait que tous ceux qui sont condamnés dans le cadre de ce procès soient graciés. Donc, s'il est vrai que ce soit une politique de main tendue du gouvernement, nous souhaitons que cela soit général, a-t-il souligné. Ibrahim. Merci beaucoup Mohamed Sangaré. En République démocratique du Congo, une proposition de loi controversée sur la nationalité soulève un débat entre partisans et adversaires. Il s'agit de la loi Chani, écartée il y a près de 2 ans, revient sur la table des députés. On en parle avec vous, Lassina Keita. Que vise cette loi et pourquoi suscite-t-elle autant de réactions? Cette proposition de loi vise à réserver les plus hautes fonctions de l'État, dont la magistrature suprême aux Congolais nés des pères et des mères congolais. Selon Noël Chiani, initiateur de la dite loi et ancien candidat à la présidentielle de 2018, n'importe quel mercenaire ne pourrait plus se glisser au haut sommet de l'État congolais. L'homme se réjouit du choix de son texte déposé par les députés Nsingi Pouloulou pour examen pendant la session en cours de l'Assemblée nationale. La proposition de loi suscite des réactions parce que, au cas où la loi passe, elle barre la route de la présidentielle à Moïse Katumbi, candidat déclaré à cette élection. Des voix s'élèvent contre cette proposition de loi jugée dangereuse. Pour l'Association congolaise pour l'accès à la justice, l'approche de la congolité dans un pays en proie à des violences remet en cause l'unité nationale. C'est pourquoi son président Georges Kapiamba appelle les députés dans un communiqué à concentrer leurs efforts sur la restauration de la paix, notamment dans l'Est en proie aux violences armées, la lutte contre le détournement des deniers publics ou encore la préparation des élections. De son côté, l'Institut congolais de recherche en droits humains, cette loi est contraire à plusieurs dispositions constitutionnelles et demande à l'Assemblée nationale de voter une motion de rejet contre le texte. Ibrahima. Merci beaucoup, Lassina Keita. Alors, le reste de l'actualité internationale avec vous. En plus bref, Bourama Traoré, bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. D'abord au Burkina Faso, la CEDEAO a mission pour évaluer et valider les besoins humanitaires dans ce pays. Le Burkina Faso enregistre aujourd'hui environ 1 900 000 personnes déplacées internes. Elles ont des besoins en alimentation, eau potable, soins, toilettes, abris, entre autres. Pour venir en aide à ces personnes, le pays a donc besoin d'une assistance humanitaire. La mission de la CEDEAO promet de soumettre son rapport sur cette évaluation et validation des besoins humanitaires pour la prise de mesures urgentes. Au Congo-Brazzaville, une table ronde de mobilisation de fonds pour mener la démobilisation, le désarmement et la réinsertion des ex-combattants appelés Ninja.
Le coût global de l'opération UDR est de 8,3 milliards de francs CFA. Le Congo doit apporter lui-même 25% et attend les 75% restants de ses partenaires. Au moins 7500 ex-combattants nigérians du pôle dans la région du Sud sont concernés. Ces deux régions avaient été le théâtre d'affrontements entre 2016 et 2017 qui a provoqué le déplacement de 138 personnes. En Russie, le président Vladimir Poutine annonce le déploiement d'armes nucléaires tactiques sur le territoire de son allié biélorusse. C'était lors d'une interview diffusée par la télévision russe. 10 avions sont prêts à utiliser ce type d'armes. À partir du 3 avril, nous commencerons à former les équipages et le 1er juillet, nous terminerons la construction d'un entrepôt spécial pour les armes nucléaires tactiques sur le territoire de la Biélorussie. C'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine. Le président russe explique que Moscou ne violait pas ses engagements internationaux en matière de non-prolifération et de préciser que les États-Unis déployaient depuis des décennies leurs armes nucléaires tactiques sur le territoire de leurs alliés. Aux États-Unis, tornade dans le Mississippi, le président Joe Biden ordonne le déploiement de l'aide fédérale. Selon la Maison-Blanche, le président Joe Biden a ordonné le déploiement de l'aide fédérale pour soutenir l'État du Mississippi qui a été touché vendredi par des tornades. A précisé que les fonds fédéraux américains sont destinés à des subventions pour des logements provisoires, des travaux de réparation et des prêts à taux réduits pour couvrir les pertes de biens non assurés. Toujours aux États-Unis, l'ancien président Joe Biden a tenu hier un meeting dans le Texas. Il s'agit de son premier rendez-vous avec son public depuis le début de l'année, alors qu'on attend toujours la décision d'un jury de New York dans l'une des affaires le visant. Devant une foule de partisans brandissant justement des pancartes avec la formule « chasse aux sorcières », Donald Trump est revenu sur ses problèmes avec la justice. Ils n'ont rien sur moi et pourtant ils continuent encore et encore. La nouvelle arme utilisée par les démocrates hors de contrôle pour tricher aux élections, c'est d'enquêter sur un candidat, a-t-il lancé. Après une semaine pleine de rebondissements et d'informations autour d'une présumée inculpation imminente par le procureur de New York, l'ancien président a multiplié les attaques contre ce qu'il appelle un système corrompu et à la solde des démocrates. Enfin, la Chine annonce l'établissement de relations diplomatiques avec le Honduras. La Chine et le Honduras viennent d'établir des relations démocratiques et diplomatiques, a tweeté ce dimanche une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Cet établissement des relations diplomatiques avec le Honduras est une victoire pour Pékin qui enlève un nouvel allié à Taïwan, lequel n'est désormais plus reconnu que par 13 États dans le monde. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale. En plus bref, Bourama Traoré, les sports dans quelques instants. Et c'est avec vous, Famourou Djourté, bien installé dans ce studio. Bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. D'abord du football, les Aigles du Mali sont arrivés au Maroc en vue de leur match de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023 contre la Gambie. Oui, pour cette rencontre, le sélectionneur Éric Chegouchel a laissé 2 joueurs à la disposition de la sélection olympique, à savoir Kamori Doumbia et Néné Dorgeles. Alors, pour plus de détails, nous avons en ligne notre envoyé spécial Arjou Matina à Casa. Bonjour Tina. Bonjour Famourou Djourté. Alors Tina, vous confirmez que l'équipe est bien arrivée à Casa, hein? Absolument. Bonjour à toutes et à tous. Les Aigles du Mali sont bien arrivés ici à Casablanca pour affronter ce mardi les Scorpions de la Gambie au compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire en 2024. Hier, l'équipe a quitté à Bamako tard la nuit et est arrivée ici à Casablanca, à l'aéroport Mohamed V aux environs de 4 h du matin, heure de Bamako, soit 5 h heure locale. Après les formalités administratives au niveau de l'aéroport Mohamed V, l'équipe a regagné l'hôtel où les joueurs dorment en ce moment, et cet après-midi vers 16 h heure de Bamako, soit 17 h heure locale, l'équipe va faire son premier entraînement, sa première séance d'entraînement. Voilà, donc en tout cas, pas de repos ici. Les joueurs sont pour le moment sur le lit, ils dorment puisque le voyage a été un petit peu fatigant. Et surtout à l'aéroport, l'équipe a observé en tout cas 1 heure, voilà, pour les formalités administratives. Au moment où je vous parle, Famourou Djourté, les joueurs sont en train de dormir et dans peu de temps, ils vont se réveiller pour manger, et à 16 h heure de Bamako, ils vont
vont aller faire leur première séance d'entraînement. Et demain, la séance d'entraînement va se poursuivre. Ça va être la reconnaissance. En tout cas, Pambourou Djourté, tout le monde est bien arrivé. L'ambiance est bon enfant. Les joueurs sont gonflés à bloc. Les aigles sont déterminés à enchaîner avec une 4e victoire, synonyme de qualification. Sinon, le Mali est presque qualifié. Voilà, donc, mais il faut gagner, il faut rester sur cette dynamique. C'est ça l'ambition du sélectionneur Éric Sékouchel et son groupe. Comme vous l'avez dit, Éric Sékouchel a décidé de laisser à la disposition de l'équipe nationale olympique, les U23, qui ont un match très important ce mardi à domicile contre le Sénégal, puisque c'est le dernier tour des éliminatoires qualificatif pour la phase finale de la CAN U23 prévue au Maroc. Donc, les Aigles qui avaient été battus 3-1 à Dakar il y a de cela une semaine vont recevoir le Sénégal. Le Mali a 2 buts à remonter. Donc, pour renforcer cette sélection olympique, le sélectionneur Éric Sékouchel a décidé de laisser Kamorou Doumbia, lui qui avait d'ailleurs ouvert le score l'autre jour contre la Gambie, le meneur de jeu. Donc, Kamorou Doumbia va renforcer l'équipe U23. Il en est de même pour Néné Dorgeles, qui avait provoqué le penalty en toute fin des parties. Donc, ces 2 renforts vont faire un bien fou à l'équipe U23 qui en a réellement besoin. En tout cas, c'est une bonne chose. Et Éric Sékouchel entend composer la meilleure équipe possible avec les joueurs qu'il a sous la main ici. En tout cas, les 2 joueurs, Kamori et Néné Dorgeles, sont laissés à la disposition de l'équipe nationale. Alors, Tina, hormis ces 2 joueurs, Néné Dorgeles et Kamori, est-ce que le reste du groupe est apte pour le match de mardi contre la Gambie? Oui, le reste du groupe est apte. Tout le monde se porte bien. Nous avons même interviewé quelques-uns, dont le capitaine Amari Traoré. Voilà, ils sont motivés. L'ambiance est bon enfant. Pratiquement tout le monde se porte bien, il n'y a pas de blessés, l'infirmerie est vide, c'est-à-dire que ça augure très bien ce match de mardi. Merci beaucoup, Tina. Je ne sais pas si Ibrahim Traoré a une question pour vous. Non, pas de question. Merci beaucoup, Ariyuma Tina, pour ces explications depuis Casablanca où viennent d'arriver les Aigles du Mali pour leur rencontre mardi prochain contre la Gambie. Vous l'avez dit, les Aigles qui se reposent en ce moment avant leur premier entraînement sur place. Nous poursuivons donc cette actualité des sports avec la 4e journée qui débute ce dimanche avec 2 rencontres. Nous parlons toujours des éliminatoires de la CAN 2023. Oui, Sao Tomé et Principe Sierra Leone dans le groupe A et Lesotho Zambie dans le groupe H. Les 2 matchs ont commencé à 13h temps universel. 3 pays pourraient rejoindre le Maroc lors de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Alors, il s'agit notamment du Mali, Arjumatina en parlait tout de suite, de l'Algérie, du Sénégal et du Burkina Faso. Ces équipes sont toujours invaincues dans ces qualifications. Le Maroc a déjà son billet pour la CAN 2023. Le Royaume chérifien est d'ailleurs le premier pays qualifié, hormis le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Exemptés de la 3e journée, les Lions de l'Atlas ont profité du match nul entre l'Afrique du Sud et le Libéria 1-1. En tête du groupe K avec 6 points, le Maroc est assuré de disputer la CAN puisque l'Afrique du Sud et le Libéria suivent avec 1 point chacun, le Zimbabwe étant disqualifié. La 12e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuivait. Hier samedi, l'AS Real et LCBA ont fait un match nul. Oui, ce match nul, 1 but partout entre l'AS Real et LCBA est une mauvaise opération pour les Scorpions qui ont 22 points et l'AS Real manque l'occasion de passer devant le Djoliba leader au classement avec 24 points. Le match Stade Malien de Bamako COB prévu pour ce dimanche est reporté à la demande du COB qui a un joueur sélectionné chez les Aigles de moins de 23 ans. Les U23 qui jouent mardi 28 mars au stade du 26 mars contre le Sénégal au compte du match retour du 3e et dernier tour éliminatoire de la CAN de la catégorie. Les nôtres ont perdu à l'aller 3-1 au Sénégal. Hier soir, le Maroc s'est offert un succès prestigieux face au Brésil. Dans un match de gala à Tanger, le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, a confirmé sa belle forme du moment. Première équipe africaine à atteindre le stade des demi-finales à l'occasion de la Coupe du Monde au Qatar. Les Lions de l'Atlas ont prolongé la joie de leurs supporters en venant à bout du Brésil 2-1 dans ce match amical organisé dans le stade de Tanger, plein à craquer, 65 000 spectateurs. C'est d'abord Sofiane Bouffal qui va ouvrir la marque sur un ballon
récupéré haut, l'Angevin trompe la vigilance de la défense brésilienne d'une frappe en pivot à la 28e minute. Les Brésiliens vont réagir par l'intermédiaire de Casemiro, profitant au passage d'une belle boulette de Yacine Bounou. À la 67e minute, c'est finalement l'entrant Abdelhamid Sabiri qui délivrera les locaux d'une frappe expédiée sous la barre. À la 79e minute, pour la première fois de son histoire, le Brésil s'incline face au Maroc. 11e nation mondiale au classement, le Maroc s'offre le Brésil et tentera d'enchaîner mardi contre le Pérou, toujours en amical. Basketball pour terminer. La 4e journée du championnat national a pris fin hier samedi. Les deux clubs de Caille ont perdu à domicile. En homme, le Sigui a été battu par Atar Club de Kidal 33-49 et les dames du centre Salamatou Maïga de la localité se sont inclinées devant Calaban Sport Club 49-66. Ici à Bamako, chez les messieurs, l'AS Mandé s'est imposé devant l'UTFA 76-73. Le Djoluba a perdu 61-66 face à l'AS Real. Chez les dames, l'UTFA a pris le meilleur sur l'AS Commune 6 68-96. Le Stade Malien de Bamako a remporté son duel face à l'AS Police 80-60 et le Djoluba C est tombé devant l'AS Real 61-70. Le Stade Malien, homme champion en titre, n'est toujours pas rentré dans la compétition après 4 journées. Et puis pour terminer, Ibrahima Traoré, nous avons cette triste nouvelle, l'ancien international malien Ousmane Farota n'est plus. Il est décédé ce samedi à l'âge de 58 ans, ancien gardien de but et capitaine des Aigles du Mali. Ousmane Farota a été l'un des artisans de la 4e place obtenue par les Aigles du Mali lors de la CAN Tunis 94. Les obsèques de Ousmane Farota auront lieu ce dimanche à 16h à son domicile au quartier Mali, non loin de la mairie de la commune 5 du district de Bamako. Merci beaucoup. Famourou Djourté pour toutes ces informations sportives. Santé dans quelques instants. Focus Santé. La chaleur qui frappe l'ensemble du territoire national depuis quelques semaines maintenant et selon Mali Météo, la température maximale pourrait atteindre les 44 degrés par endroit. Cette forte chaleur peut avoir des complications sur la santé et si on ne prend pas de précautions qu'il faut, quelles sont les conduites à tenir pour passer cette période en bonne santé? Réponse dans ce numéro de Focus Santé signé Baraki Sawatara. Depuis fin février, le thermomètre ne cesse de grimper. Selon Mali Météo, nous allons vivre cet épisode caniculaire jusqu'au mois de mai avec un pic au mois d'avril. Diabaté Fatoumata Sango, chef des services de prévision météorologique. Cette année, attendez-vous à des températures qui pourront atteindre jusqu'à 44 degrés par endroit. Même la semaine passée, nous avons enregistré 43 degrés déjà dans la région de Caille, ce qui n'est pas le pic de la température dans notre pays est enregistré généralement au mois d'avril. Donc ça veut dire que les températures vont dépasser ces 44 degrés par endroit. S'exposer à une très forte chaleur de plus ou moins 37 degrés peut avoir des conséquences sur la santé selon le spécialiste. Dr Ousmane Yayatouri, médecin et coach en éducation sanitaire. Dans cette période de chaleur de canicule, il est très important de surveiller les personnes âgées ainsi que les enfants, surtout les enfants de moins de 5 ans. En même temps, les femmes enceintes, il faut tenir compte de certaines mesures. Maintenant, la première chose à faire d'abord, c'est de boire suffisamment. Un minimum 1,5 litre d'eau par jour. Si boire beaucoup d'eau est nécessaire pendant cette chaleur, comment donc faire pendant ce mois de Ramadan? Dr Ousmane Yayatouri, médecin et coach en éducation sanitaire. Quand on dit de boire assez en grande quantité, donc maintenant les gens qui généralement on commence le jeûne depuis le petit matin jusqu'au petit soir, donc comme ça on ne peut pas boire étant en jeûne. Maintenant ce que vous pouvez faire, maintenant après la rupture, donc là il faut boire beaucoup d'eau. Voilà, après avant de commencer le jeûne aussi, maintenant il faut boire aussi la nuit aussi, voilà assez d'eau, donc maintenant ça peut permettre de couvrir toute la journée. Un phénomène aussi fréquent pendant cette période, ce sont des fines pluies par endroits. Diabaté Fatoumata Sango, chef des services de prévision météorologique. C'est ce qu'on appelle communément dans notre langue nationale en bamarankan la pluie de mangue. Donc ça veut dire que pendant cette période du mois de mars jusqu'au mois de mai, nous pourrons aussi observer des pluies par endroits, surtout dans la partie sud de notre pays. Ce caprice de la météo n'est pas non plus sans conséquences sur la santé. C'est ce qui provoque généralement la toux et le rhume. Focus Santé. C'est ce numéro de Focus Santé qui met fin à ce 13h dimanche, à 13h passé de 38 minutes sur nos antennes avec à la coordination éditoriale Bourama Traoré, à la réalisation Lassina Keita,
La mise en ligne est assurée par Sekou Traoré et Cheikh Abdelaziz Koulibaly. À la mise en onde, Bintou Traoré, retrouvée dans quelques instants, Famourou Djourté dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Et à 19h30, la grande édition du soir. D'ici là, passez d'excellents moments de radio en notre compagnie. Au revoir.